Une nouvelle heure d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Conseil des ministres ce mercredi. Les conclusions de la réunion portent entre autres sur les modifications des dispositifs d'octroi des fonds de Covid-19, le soutien aux PME et le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur des plateformes économiques dans le monde. La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en matière de lutte contre les changements climatiques. À la COP26, ce mercredi, les représentants du pays ont annoncé une réduction du taux de déforestation dans le pays à hauteur de 70% à l'horizon 2030. Et ici en Côte d'Ivoire, opération Requin 2021, un exercice tactique interarmé qui s'est déroulé en mer territoriale et sur le plan d'eau lagunaire. Les 200 soldats participants ont-ils atteint les objectifs visés? Réponse dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mercredi 10 novembre 2021 pour Paris, en France, où il prendra part à l'invitation du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2021. Ce forum vise à stimuler une reprise économique plus solide, plus inclusive en s'attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux et en mettant en avant de nouveaux principes d'action pour le monde post-Covid. Au cours de son séjour en France, le chef de l'État participera le 12 novembre prochain à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Et en marge de ces rencontres, le chef de l'État aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Réunion du Conseil des ministres ce mercredi. Le gouvernement a fait le point des fonds mis en place pour soutenir le secteur privé. L'un des changements notés, la baisse minimale du chiffre d'affaires pour justifier l'impact de la Covid-19 qui passe de 10% contre 25%. Le Conseil a aussi adopté un projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en vue des financements des PME et des TPE. Revenons sur les grandes lignes de ce Conseil dans cet élément proposé par Jérôme Kofi Aboula. Nombreux sont certes les défis à relever pour le développement de la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'État ivoirien, dans la perspective de mettre à disposition des moyens dans le but de surmonter ces défis, se montre rassurant. Cette volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement de toujours apporter du baume au cœur des Ivoiriens à travers des décisions prises lors des conseils des ministres reste manifeste. Preuve tangible, les mesures encore annoncées à l'occasion de la réunion de ce mercredi. Des exemples avec d'abord les décrets portant raffermissement de la diplomatie ivoirienne avec d'autres pays. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un total donc de 5 décrets. Parmi ces 5 décrets, il y en a 4 qui concernent le raffermissement des relations diplomatiques, mais également la promotion du développement des investissements donc, entre certains pays et les nôtres. Je veux parler essentiellement de la Turquie, pour lesquels il y a 3 décrets qui ont été signés. Ces décrets donc, visent à consolider les relations diplomatiques, comme je le disais, socio-économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie qui, il faut le dire, est quand même donc, le 17e pays en termes d'économie mondiale. Et le 4e, lui, il porte donc sur le raffermissement des relations donc, de coopération économique et financière avec la République de Maurice. Aussi, le Conseil a-t-il communiqué sur les fonds alloués aux entreprises dans le cadre de la riposte économique face à la Covid-19. Les 4 fonds ont réalisé sur les 10 premiers mois de l'année 2021 des opérations d'un montant total de 27,953 milliards de francs CFA répartis comme suit.
Pour le fonds de soutien aux grandes entreprises, en abrégé FSGE, ce sont 8,4 milliards de francs CFA d'appui financier qui ont été octroyés à 39 grandes entreprises. Pour le fonds de soutien aux PME, FSPME, c'est un total de 4,67 milliards de francs CFA de soutien financier qui a été accordé à 152 PME. En ce qui concerne le fonds d'appui au secteur informel, FASI, c'est un total de 9,659 milliards de francs CFA de subventions qui a été accordé à 38 637 acteurs du secteur informel. Pour le Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, FSS, ce sont 5,584 milliards qui ont été décaissés pour des transferts monétaires au profit de 68 276 ménages vulnérables et pour des soutiens financiers à 1 727 travailleurs mis au chômage technique du fait de la COVID-19. Par ailleurs, au titre de la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a parlé de la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix. Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix 2021 qui se déroulera à Yamoussoukro sous le haut patronage du président de la République autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». À cette occasion, le gouvernement renouvelle son invitation à l'endroit de l'ensemble des acteurs sociopolitiques à œuvrer de concert pour le renforcement de la cohésion sociale et la sensibilisation des populations à la consolidation de la paix. La cérémonie officielle est prévue le 15 novembre sous la présidence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Achi. Enfin, au chapitre des divers, l'une des informations données par le Conseil est relative au déplacement du président de la République, Alassane Ouattara, en France, à compter de ce mercredi 10 novembre 2021. Le chef de l'État se rend dans l'Hexagone, notamment pour sa participation au Forum pour la paix prévu entre le 11 et le 13 novembre. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 1er décembre 2021. À l'Assemblée nationale, ce jour, les parlementaires ont statué sur le projet de loi de règlement du budget de l'État 2020. Le projet adopté par les députés présente une hausse de plus de 1078 milliards de francs CFA du budget de l'État au titre de l'année 2020, fixé à plus de 8 415 milliards de francs CFA. Une augmentation occasionnée dans le cadre de la riposte économique face à la Covid-19, suivant ces explications données par Moussa Konaté. Initialement fixé à 8 415 milliards 390 millions 885 808 francs CFA, le budget 2020 de l'État a atteint 9 493 milliards 665 millions 606 546 francs CFA, soit une hausse de 1078 milliards 274 millions 720 738 francs CFA. Devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour la présentation du projet de loi de règlement du budget de l'État au titre de l'année 2020, le ministre Moussa Sanogo explique les raisons de cette augmentation. Le budget de l'État au titre de l'année 2020, adopté pour la première fois sous le format des budgets programmes, a été exécuté dans un environnement économique difficile, tant au niveau international que sur le plan national. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a été négativement impactée par la crise sanitaire. En effet, dès le début de la crise, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à freiner la propagation de la maladie. Ces mesures barrières, parmi lesquelles l'isolement du Grand Abidjan, ont été suivies de la mise en place d'un plan d'urgence de riposte sanitaire en vue de contenir la propagation de la maladie et assurer la prise en charge des malades. Toutefois, l'évolution de l'activité économique est demeurée positive, avec un taux de croissance réel de 2%, grâce notamment à la mise en place d'un plan de soutien économique, social et humanitaire,
en faveur des secteurs d'activité des ménages affectés par la crise. Ces mesures prises pour résister aux effets de la pandémie de Covid-19 ont donc eu un impact sur les finances publiques. Le projet de loi de règlement du budget de l'État au titre de l'année 2020 a été adopté à la majorité des députés présents. Le fait que la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ait voté le texte témoigne en tout cas des efforts que nous déployons pour renforcer l'efficacité de la dépense. Et puis le fait aussi que c'est le premier examen de la loi de règlement sous l'empire du budget programme. Des programmes ont été concernés, des indicateurs qui n'ont pas été atteints, l'utilisation de la ressource. Donc tout ça, ça procède en tout cas de l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. À cette séance, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était accompagné de certains membres du gouvernement, dont le ministre Félix Anobli et le secrétaire d'État Kofi Nguessan Latay. La commission électorale indépendante fait le bilan des derniers scrutins organisés, les législatives et les sénatoriales partielles de 2021. Quelles sont donc les leçons à tirer? Une auto-évaluation qui a démarré ce 10 novembre à Yamoussoukro. Nous en parlons avec Kader Segodogo. Les Ivoiriens ont été appelés aux urnes le 6 mars dernier pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Les 24 avril et 12 juin, des élections partielles toujours pour les députés avaient suivi avant de voir des élections partielles au niveau des sénateurs le 31 juillet. Comment se sont déroulées ces élections? Regard croisé sur le processus. La commission électorale indépendante CEI, avec à sa tête son président Ibrahim Kubier Koulibaly, est à Yamoussoukro. L'institution donne place à une auto-évaluation. J'adresse ici mes sincères félicitations aux membres de la commission centrale pour leur disponibilité et pour la qualité du travail qui a été accompli et surtout pour la constance de leur engagement au service de la Côte d'Ivoire, leur pays. Un exercice qui, bien entendu, permettra de toujours maintenir le capital confiance entre la CEI et les Ivoiriens. Nous devons de faire toujours mieux. Nous devons nous replonger dans la dynamique de tendre vers la perfection en commençant par faire notre propre autocritique. Nous voulons offrir une meilleure gouvernance électorale à nos concitoyens par l'organisation d'élections aux normes et standards internationaux d'une part et conformes à la réglementation en vigueur d'autre part. Identifier les acquis et les insuffisances des législatives et des sénatoriales partielles. L'exercice va durer 3 jours. Il sera sanctionné par un rapport final, un rapport qui fera office de boussole pour l'institution. La Côte d'Ivoire est à l'école de la République de Corée pour améliorer son système de lutte contre la corruption. Le ministre Zoro Epiphane Ballo a été instruit sur le système digital de ce pays. Voyons cela avec Jean-Marc Djadji. La bonne gouvernance, une des priorités de l'action gouvernementale du président Alassane Ouattara. Pour la traduire en actes, le ministre Zoro Bibalo Epiphane est en visite d'immersion en Corée. Le système digital de lutte contre la corruption de ce pays a été présenté à sa délégation. Nous avons eu une séance de travail avec la commission anticorruption qui nous a présenté sa plateforme de lutte contre la corruption qui permet aux citoyens, qui permet à tous les acteurs économiques de signaler à l'administration les cas de corruption et de permettre ainsi des enquêtes et des sanctions sur les situations de corruption. Le pays, la Côte d'Ivoire, est engagé dans le développement de ce même outil et nous avons souhaité un appui de la part de la Corée pour nous permettre donc de mettre en place un outil digital qui soit fonctionnel et qui soit suffisamment intégré à l'ensemble de l'administration. La possibilité de faire former des fonctionnaires ivoiriens à la gouvernance électronique, notamment dans le secteur des douanes, a été débattue. Vous savez que l'administration douanière est une des administrations les plus exposées à la corruption et les modèles de lutte contre la corruption, de renforcement de l'intégrité de l'administration douanière au niveau de la Corée est un exemple qui peut inspirer la Côte d'Ivoire et c'est
l'ensemble de ces dossiers que nous allons regarder au niveau du gouvernement. Selon le ministre Zoro Bibalo, la Côte d'Ivoire veut atteindre pour les 5 prochaines années la moyenne de 50 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption dans le classement de Transparency International. La Côte d'Ivoire est en pleine opération de séduction des investisseurs pétroliers à Dubaï à l'occasion de l'Africa Oil Week. Les opportunités qu'offre le pays en matière d'investissement dans le domaine pétrolier, les potentialités gazières et pétrolières. Une opération qui semble bien fonctionner. Des investisseurs n'ont pas caché leur intérêt, selon nos envoyés spéciaux à Dubaï, Jean-Louis Gbangbo et Traoré Zakaria. Salle archi-comble, applaudissements nourris. Le showcase aux journées promotionnelles dédiées à la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses à l'Africa Oil Week à Dubaï. Pour la circonstance, c'est en anglais que les potentialités et opportunités d'investissement dans le secteur pétrolier ivoirien ont été présentées par les experts venus d'Abidjan. And we have Lyon, the Espoir, the Baobab and Marlin has oil production field. Nous avons Lyon, Espoir, Baobab, Marlin, qui sont des champs de production de pétrole. Notre production pétrolière est estimée à environ 30 000 barils jour. Et pour le gaz, notre production est estimée à 215 millions de pieds cubes jour. Et l'essentiel de notre production de gaz est utilisé pour la production d'électricité. Des opportunités d'investissement qui ont pour socle un environnement des affaires favorable. Nous avons notamment des exemptions fiscales de par le régime même des contrats qui disposent que tout ce qui est taxe est exempté et se retrouve donc dans la part qui est payée à l'État. Donc c'est un avantage qui est accordé aux sociétés pétrolières. Mettre en lumière les potentialités ivoiriennes pour attirer les investisseurs étrangers, mais également pour inciter ceux déjà en activité en Côte d'Ivoire à renforcer leur présence. Venez en Côte d'Ivoire, venez investir, venez faire l'exploration de notre bassin sédimentaire. Il y a encore de bonnes découvertes à faire, des découvertes de la taille de baleines. Nous vous attendons. Une invitation que les opérateurs du secteur qui composaient essentiellement l'assistance veulent saisir au bon. Very interesting presentation, very brilliant. Très belle présentation, très brillante. Je crois que la Côte d'Ivoire est la nouvelle destination pour le pétrole et le gaz, ainsi que l'énergie de façon générale. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Je viendrai bientôt vous visiter. La Côte d'Ivoire est sous le feu des projecteurs avec la récente découverte du champ pétrolier Baleine. Alors, je pense que cela ouvrira d'importantes opportunités et de nouvelles perspectives pour le pays. Cela augure naturellement des signatures de contrats majeurs à venir. Et ça, c'est une très bonne chose. En marge de cette journée spécialement dédiée à la Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a participé au panel réservé aux ministres ouest-africains. Il a été également reçu en audience par le président du Conseil des industries marines et maritimes de Dubaï. Prenons à présent la direction de Glasgow, où se déroule la COP26. La Côte d'Ivoire, qui participe à l'événement, a présenté ses nouveaux engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Le pays souhaite réduire le taux de déforestation à hauteur de 70% à l'horizon 2030 et prévoit également l'accroissement des énergies renouvelables dans la production d'électricité. Grace Kando et Kinibois nous en disent davantage. La Côte d'Ivoire marque sa volonté de s'engager sur une trajectoire de développement bas carbone et résilient au changement climatique à travers la révision de ses contributions déterminées au niveau national. Dans ce nouvel élan, l'accent est mis entre autres sur la réduction significative du taux de déforestation à hauteur de 70% à l'horizon 2030, l'accroissement des énergies renouvelables dans la production d'électricité pouvant atteindre 45% du mix énergétique avec le retrait du charbon. Le renforcement de l'efficacité énergétique au niveau des sous-secteurs bâtiments, commerce, transport et industrie. La promotion des systèmes de transport intelligents par le développement des transports de masse tels que le métro d'Abidjan.
La Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici à 2030. Cet objectif correspond à un abattement chiffré d'environ 37 millions de tonnes équivalent CO2, là où l'ambition de la Côte d'Ivoire dans son premier document CDN affichait un abattement de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit une réduction de 28,25% en 2030. Par rapport à un scénario de référence. Par cette ambition renforcée, la Côte d'Ivoire marque sa ferme volonté de réduire son empreinte carbone et de participer à l'effort global de réduction des émissions dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. En France, la ministre Mariatou Koné représente la Côte d'Ivoire à la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Elle a ce jour présenté le tableau de l'école ivoirienne et traduit le soutien de la Côte d'Ivoire au projet de recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, suivant l'essentiel de son propos rapporté par Walter Amadou Ouattara. À l'issue de la cérémonie officielle de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay vient d'être réélue pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'Organisation des Nations Unies. La Française a obtenu 155 voix sur 165 votants. Elle inscrit ses priorités dans la continuité de ses actions déjà entamées. Il y a 4 ans, vous m'accordiez cette même confiance, mais sur la base d'un projet, d'une promesse. Et aujourd'hui, vous renouvelez cette confiance en sachant ce que nous avons déjà accompli ensemble et ce que nous proposons de faire au service des défenses de la paix. Que votre soutien soit si massif et si clair m'oblige. Je voudrais vous redire mes remerciements, ma fierté très grande et la conscience aiguë de l'immense responsabilité qui est celle de notre organisation. En cette réélection, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui conduit la délégation ivoirienne trouve de l'espoir pour le système éducatif en Côte d'Ivoire. La journée d'aujourd'hui est une journée spéciale parce que c'est une journée qui marque l'ouverture de la 41e conférence générale de l'UNESCO. C'est également la journée qui marque la réélection de la directrice générale. C'est une joie pour nous parce qu'avec elle et toute son équipe, nous avons commencé un chantier avec les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous pensons que sa réélection augure de lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre, justement, de la feuille de route qui sortira des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est en 2017 que la présidente Audrey Azoulay avait brigué son premier mandat. Avant ce scrutin, le Brésilien Santiago Mourao avait été élu en début de journée président de cette 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. La session a été également marquée par l'entrée des îles Hollande en tant que 12e membre associé de l'organisation. Un exercice militaire en Côte d'Ivoire a été effectué ce jour en mer territoriale et sur le plan d'eau lagunaire, un exercice tactique interarmé auquel ont participé 200 soldats. L'objectif, c'est de tester la capacité de nos forces armées à manœuvrer ensemble. Abou Sanogo. Marine nationale, base annexe, forte présence des soldats ivoiriens pour la mise en œuvre d'un dispositif sécuritaire. Et ce qui se passe dans leur zone d'action mérite une intervention rapide. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, arrivé à la base annexe pour le point de situation est clair. Je tiens à ce que les hommes comprennent bien la mission qu'ils auront à faire. En effet, des pirates d'Al-Batoula sont parvenus à franchir la frontière Est en dépit du dispositif mis en place et à s'attaquer à la plateforme gazière Alpha. Et selon des informations données par la société exploitante, leur volume serait évalué à une vingtaine de combattants armés de fusils d'assaut à bord de 2 embarcations rapides. Alors, l'objectif est clair. Il faut intercepter et détruire les pirates et rétablir au plus vite la sécurité dans le secteur Est. Les soldats ivoiriens naviguent donc dans le littoral pour connaître la plateforme gazière. Les 2 embarcations rapides des pirates sont neutralisés. Ils avaient fait 2 otages. Les pirates réussissent néanmoins à s'échapper avec les 2 otages dans la 2e embarcation pour rejoindre la côte. Pour chasser, ils se réfugient dans un hôtel qu'ils ont menacé de faire exploser.
Ce ne sera pas possible avec l'arrivée des hommes de l'armée de terre et des forces spéciales. Il s'agissait d'un exercice militaire engageant toutes les forces combattantes, terre, mer et air, mais à dominante marine, dénommée Requin 2021. Simplement pour nous aujourd'hui d'évaluer les capacités de la Marine nationale à manœuvrer dans sa sphère de compétences. Deuxièmement, d'évaluer l'interopérabilité entre nos différentes armées, entre la Marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air. Appui de l'armée de l'air au profit de la Marine nationale dans une action en mer territoriale, l'appui de l'armée de terre à la marine pour une action qui a commencé en haute mer et qui se prolonge sur terre. Je veux déjà dire d'emblée que nous avons relevé plusieurs points de satisfaction. Tous ces exercices aujourd'hui nous ont permis d'atteindre de nombreux points de satisfaction. Cette manœuvre est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Voyons à présent le point Covid de ce 10 novembre. Ce jour, 16 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, 18 nouvelles guérisons et 0 cas de décès également constatés. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire totalise 61 458 cas confirmés, dont 60 227 personnes guéries, 700 personnes décédées à ce jour. Il reste encore 531 cas actifs. La campagne vaccinale, elle enregistre au moins 3 648 080 doses de vaccins anti-Covid administrées partout dans le pays. Et la stratégie de vaccination contre la Covid-19 adoptée par notre pays est saluée par la directrice régionale Afrique de la Banque mondiale, Michèle Mambo, nous fait le point de sa visite au centre de vaccination du Parc des Sports de Trècheville. Parc des Sports de Trècheville, site de vaccination anti-Covid-19, la directrice régionale Afrique de la Banque mondiale pour le développement humain est en visite de terrain. Venue s'imprégner de la stratégie de campagne de vaccination de la Côte d'Ivoire, les progrès et éventuelles difficultés, Donna Ringold se dit impressionnée. Je suis impressionné par comment le leadership du gouvernement a pu organiser tout cela et comment les personnes sont très engagées, très dédiées. Et vraiment, comme nous le faisions d'ailleurs et qu'on le continue de le faire, on présente le cas de la Côte d'Ivoire à d'autres pays pour montrer que c'est un succès. Ouvrir la vaccination et obtenir que les gens soient vaccinés, c'est la meilleure manière certainement de revenir dans l'économie et de relancer les choses. Bon point pour la Côte d'Ivoire. Plus de 3 400 000 doses administrées. Un succès réalisé en grande partie grâce au soutien de la Banque mondiale. Je voudrais remercier la Banque mondiale pour cet appui grâce auquel on a pu faire ce chemin ensemble. Je voudrais dire à tous ceux qui ont déjà fait leur première dose de venir pour leur deuxième dose. C'est important parce que si vous avez fait une seule dose, c'est comme si vous n'avez rien fait. Au lieu d'avoir peur de la vaccination et de se retrouver dans une situation d'une maladie qui peut tuer, il faut se faire vacciner pour pouvoir être à l'abri. Le combat est donc loin d'être terminé. Des unités mobiles de vaccination sont donc annoncées qui vont sillonner les marchés des 113 districts sanitaires du pays. Objectif, permettre à plus de 70% de la population ivoirienne de se prémunir contre la pandémie. Et nous l'apprenions ce matin, l'auteur à succès Isaïe Biton Koulibaly s'en est allé. À 72 ans, il comptabilisait plus de 40 ans d'écriture. Issa Chonoyeo nous parle d'Isaïe Biton Koulibaly dans ce téléma. L'écrivain Isaïe Biton Koulibaly n'est plus. Il a rangé définitivement la plume ce mercredi matin au CHU d'Angré. On le savait malade depuis de longues années. Malheureusement, le mal a finalement eu raison de lui. Né le 7 juin 1949 à Abidjan-Trècheville, il fit ses études primaires, secondaires et universitaires à Abidjan. Il s'envole par la suite pour la France, où il obtient un diplôme de l'école de rédaction de Paris. Une fois les études terminées, Isaïe Biton Koulibaly s'illustre de fort belle manière dans le domaine de la littérature. Écrivain bien connu, il est auteur de plusieurs nouvelles, dont La légende des Sadio, Ah les femmes, puis Ah les hommes, et de nombreux romans. Depuis 1977, date de son entrée dans la littérature, Isaïe Biton Koulibaly a laissé à la postérité plus d'une vingtaine d'ouvrages, tant
au niveau de la littérature enfantine, des nouvelles que des romans. Des lauriers, il en a glané. En 2002, pour son roman Merci l'artiste, il obtient le prix Nyonda, honorant le père du théâtre gabonais Vincent de Paul Nyonda. Le Grand Prix ivoirien des lettres en 2005 avec Puissance des lettres. Le prix Yambo Welogum en 2008 avec Et pourtant, elle pleurait et bien d'autres. Sur le plan professionnel, il a été le responsable du service littéraire des nouvelles éditions ivoiriennes, NEI, pendant plus de 30 ans. Il était par ailleurs le correspondant permanent du magazine international féminin Amina pendant plus de 15 ans à Abidjan. Isaïe Biton Koulibaly était marié et père de 3 enfants. Voilà, l'écrivain a déposé à jamais sa plume mais reste vivant par ses œuvres. L'actualité hors de chez nous au Bénin, c'était un jour important. Les trésors royaux pillés dans le pays d'Abomey par les troupes françaises en 1892 sont arrivés au Bénin ce 10 novembre. Une cérémonie est organisée à la présidence de la République pour célébrer ce retour réclamé, négocié et obtenu par le président béninois Patrice Talon en 2016. Des 26 œuvres seront exposées au fort portugais de Ouida en attendant d'être transférées définitivement au musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey, un musée en construction et qui sera prêt dans 3 ans. Nous terminons ici ce journal. Merci de l'avoir suivi.